Moi, je pense qu'au Québec, au Canada, je le souhaite, que l'incompétence, l'insolence, l'insouciance de gouvernements tels que celui de Harper et celui de Charest, souvenez-vous, ils viennent de la même famille politique, c'est des conservateurs. C'est à la limite des néoconservateurs. Tellement néoconservateurs, laissez-moi vous donner un exemple. Le rapport de vérificateur général. À propos du CHUM, vous en avez beaucoup entendu parler. Parce que le CHUM, puis le PPP du CHUM, le PQ peut, en étant un peu habile, leur rejeter entièrement la faute sur les libéraux, de s'entêter idéologiquement à poursuivre les PPP, les partenariats publics-privés, qui sont une véritable arnaque pour alimenter des produits, des profits pour le privé sur le dos des contribuables. Mais le PQ n'a pas jugé bon de revenir sur la chose suivante. Le fait que le Québec, qui a pourtant été gouverné 20 des 40 dernières années par des gouvernements péquistes, a encore une structure industrielle proprement néocoloniale. Le dernier exemple, vous vous rappelez, il y a quelques années, l'erreur boréale, ensuite l'action boréale d'André Jacob, et les études qui ont été faites qui ont démontré que depuis 25 ans, le Québec, tous les arbres qu'on a coupés au Québec pour les vendre, les compagnies, là, avec les contrats d'aménagement forestier, tous les arbres, 25 ans, calculez combien ça en fait, au total, les contribuables québécois n'ont reçu aucune retombée, zéro. Ça vous semble gros, hein? Zéro. Pourquoi? Parce qu'on a dépensé plus en frais fiscaux pour supporter l'industrie forestière, pour ouvrir des routes, pour leur donner de l'argent pour planter d'autres arbres, pour remplacer nos forêts, que ce qu'on a touché comme redevance sur les arbres. Tout ce qu'on a eu, c'est des jobs. Hein? C'est leur chantage habituel. Contentez-vous, on vous donne des jobs. Si vous ne nous donnez pas de l'argent, on s'en va d'ici, vous allez perdre des jobs. Et les syndicats ont joué là-dedans. OK? Qu'est-ce que je m'en allais dire? J'ai parlé des syndicats, ça m'a un peu perturbé. Je pense que tu allais parler. Ah oui, oui. Non, je ne voulais pas parler des chutes. Donc, zéro pour les... Ah non, j'allais dire la chose suivante. Rappelez-vous, les pharaons, là, les pharaons garantissaient des jobs. Meilleur encore, ils garantissaient les frais de subsistance. Il y avait des taudis, puis il y avait de la bouffe, la soupe là, à l'ail. Vous vous rappelez, le pain, la soupe à l'ail. Donc les pharaons aussi garantissaient des jobs. Et 25 siècles plus tard, nos décideurs publics se contentent. Pire encore, des syndicats, des directions syndicales se contentent des jobs. Alors que tout le combat qui ont concrétisé les avancées sociaux qu'on a aujourd'hui, la protection dont jouissent intensément pas encore les travailleurs, c'est grâce à des syndicats combatifs qui, la première moitié du XXe siècle, se sont battus pour des conditions de travail. Pas pour le travail, pour des conditions de travail. Parce que sachez bien que le travail, l'entreprise en a besoin. Ce n'est pas le travailleur qui en a besoin en premier chef, c'est l'entreprise, c'est le capital qui en a besoin. Comme disait André Jacob, va mettre $1 million sur Malartic, la petite communauté où ils veulent faire une mine à ciel ouvert, là, que personne d'autre accepte dans le monde. Va mettre $1 million sur le sol de Malartic. Puis attends, tu vas attendre 1000 ans avant de voir apparaître une pépite d'or. Donc, ce qui fait sortir l'or de la terre ou coupe l'arbre, c'est le travail. Ce n'est pas le capital. Donc, il faut négocier pour des conditions de travail, pour des conditions dignes de notre société. Or, on ne l'a pas fait, de sorte que c'est ça qu'on a. Mais, regardez, je vous ai parlé de la forêt, regardez maintenant pour les mines. De 2002 à 2008, 17 milliards de dollars en or et en métaux extraits de notre sous-sol. 17 milliards de dollars, compagnie minière. Ils sont supposés payer 12% de redevances. 12%, c'est en deçà des 16 ou 18% qui ont fait que des pays du tiers-monde ont nationalisé leurs mines ou ont nationalisé leur pétrole. Un exemple, c'est mon pays. En 1951, on a nationalisé le pétrole en Iran parce qu'on a dit comme peuple, on n'a pas à se contenter de 16%. Pourquoi nous, on mettrait 16% dans notre poche et la compagnie anglo-américaine mettrait 84 cents de chaque dollar? On va prendre tout le dollar. Ça nous appartient. Au Québec, en 2009, par loi, on se contente encore de 12%. Parce que la loi des mines au Québec est plus forte que la loi divine. Mais on serait contenté encore, on serait peut-être contenté si on avait 12%. 17 milliards, 12%, ça fait 2 milliards de dollars sur les 5 ans. Combien les entreprises ont payé, vous pensez? 260 millions. 260 millions plutôt que 2 milliards. Et combien l'État, dans la même période, leur a consenti d'avantages fiscaux?
qui coûte aux contribuables, parce que quand tu consentis un avantage fiscal, tu dis, si tu nettoies ou dépenses pour l'environnement, moi je vais te payer pour ça. Hein, ça s'appelle des avantages ou des crédits d'impôt, toutes sortes. 900 millions. 900 millions. Deux mesures différentes. Un pour le nettoyage de résiduels, les autres des déductions fiscales de toutes sortes. C'est l'état dans lequel on vit. C'est ça, quand Charest, là, sous des airs doux, de petites brebis, avec ses cheveux, c'est un néoconservateur de la pire espèce, qui n'a aucun scrupule à accorder des avantages absolument incroyables, injustifiés, à la grande entreprise privée. Je vais lui poser une question tout à l'heure, d'ailleurs, en chambre, dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc, c'est sûr que pour moi, cet état de choses, petit à petit, si on réussit à voir, si la gauche québécoise, la gauche sociale, la gauche syndicale, la gauche écologiste, les groupes écologistes, sortent de leur torpeur, sortent de leur quant à soi, soi-disant apolitique, réalisent que les peuples qui aujourd'hui sont debout et marchent, c'est des peuples où les mouvements sociaux, le mouvement syndical, le mouvement écologiste, souvent les mouvements aussi indigènes, ça c'est le cas en Amérique latine, ont fait le bilan qu'ils ne peuvent pas rester comme clients de l'État uniquement. Ils doivent devenir des véritables acteurs politiques. Alors sous différentes formes, ça prend différentes formes là, dans chaque pays de manière différente correspondant à leur situation. Ils s'organisent, ils bâtissent des plateformes politiques, ils osent prendre position. Quand il arrive une élection, ils ne font pas que juste dresser un bilan de dire ben, qui a le meilleur plateforme sur tel et tel sujet. Ils disent là, on a fait une analyse politique de la conjoncture, voici ce qu'on demande de faire aux citoyens, à nos membres, il faut s'engager activement en faveur, mettons, de l'Action démocratique du Québec. Ben, pourquoi ça vous paraît invraisemblable? C'est des chics types, je les côtoie tous les jours. Ils sont pas si pires. Ils sont un petit peu égarés. Bon, autrement dit, il faut un engagement qui aille au-delà juste là, de la critique, de la contestation, même d'offrir des solutions à la pièce, chacun dans son silo. Il faut qu'il y ait une véritable concertation sociale. Je ne veux pas dire que le mouvement social, le mouvement syndical doit s'inféoder à un parti comme le mien, comme Québec solidaire, loin de là. Mais il faut qu'il s'arroge le droit de librement faire des choix en temps électoral et de le faire sentir et de le faire peser dans la balance. On ne peut plus attendre 40 ans, 50 ans pour voir venir des changements là. Il y a une urgence sur le plan social, sur le plan écologique. Et en fait, on peut dire maintenant même sur le plan économique. Mais ça veut dire sortir un peu des vieux modèles. Il y a un vieux modèle du mouvement social ici qui a beaucoup avantagé le Québec. Notre gauche sociale est très forte, les syndicats, les groupes communautaires, les groupes écologistes et tout ça. J'en conviens. Je ne demande pas qu'ils renoncent à cette indépendance, mais qu'ils poussent l'indépendance et la logique à s'arroger le droit d'investir l'espace public et d'agir pour le changement politique. D'agir clairement pour le changement politique en prenant position. C'est plus le temps de tergiverser. Quitte à nous juger, quitte à dire voici l'appui qu'on va vous donner aux prochaines élections, mais voici les garanties qu'on demande et on va vous juger sévèrement, puis on garde toute notre indépendance quant à l'espace de négociation, de discussion, de contestation, de remise en question qui doit y être assorti. Alors, merci pour votre attention. J'attends vos questions.